la norme, contrainte ou opportunité pour aménager les villes de demain. Alors on a fait venir des voisins avec Madame la ministre Emmanuelle Cos, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, conseillère régionale d'Île-de-France, et Madame Valérie Flicoteau, vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, pour échanger sur ce sujet. Peut-être quelques mots d'introduction, parce qu'effectivement le sujet paraît un peu brut de décoffrage en première lecture. La question de la norme en matière d'aménagement, elle se pose particulièrement. Je rappelle que la question de la norme, la question du droit, et l'accumulation de normes, ça touche tous les domaines. Mais en matière d'aménagement, il y a cette spécificité de l'inflation des normes. Alors, on peut imaginer que la norme soit plutôt un moteur de l'aménagement des villes, dans la mesure où elle est l'expression de politiques sectorielles, par exemple pour la montagne, pour les risques d'inondation, la gestion des risques de manière générale, et puis des plans d'aménagement à différentes échelles. Mais c'est vrai qu'en matière d'aménagement, on constate une inflation des normes. On constate par exemple que pour l'application d'une autorisation d'urbanisme, il y a plus d'une vingtaine de normes qui doivent être appliquées. Alors première question, est-ce que vous le constatez dans vos activités, dans vos secteurs, l'inflation des normes ? Alors, oui, mais ça, je pense qu'on est en France, donc la question de l'inflation législative, elle s'applique à tout. En même temps, je pense qu'on est dans un moment un moment fort de transition écologique, un moment où on doit faire les choses autrement, et que, au-delà des personnes qui sont un peu novatrices et qui sont pionnières dans leur domaine, et donc qui débordent la norme, c'est l'une des façons, la norme c'est la façon d'emporter tout le monde en fait, et d'aider tout le monde à changer. Donc il ne faut pas non plus y voir un repoussoir, mais en même temps il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose qui puisse fragiliser les procédures et les projets qui sont déjà en eux-mêmes compliqués à sortir, que ce soit des projets d'aménagement que des projets de construction. C'est des projets qui sont soumis à beaucoup d'impératifs et il ne s'agirait pas que l'inflation normative fasse que finalement pour des questions purement formelles, on puisse interrompre des projets et passer à côté du sujet. Donc il ne faudrait pas que l'inflation législative soit une fragilité pour les projets. Nous, c'est ce qui nous intéresse en fait. Alors nous, dans le logement social, de toute façon, on est très réglementé, notamment en raison du soutien public très ancien au logement social, donc qui a justifié en fait beaucoup de contrôles et de réglementation. Et puis pendant très longtemps, c'était y compris un parc de logement qui était défini un peu différemment que le reste du parc de logement. Donc le sujet n'est pas tant que ça soit qu'on soit très réglementé. Le problème, c'est qu'on est confronté d'une part à une norme qui est de mauvaise qualité, si je peux me permettre, donc elle est mal écrite. Donc, comme elle est mal écrite, peut-être mal pensée, c'est un autre débat. En tout cas, on a du mal à l'appliquer, à la mettre en œuvre. Et donc, elle devient parfois bloquante. Et par ailleurs, il y a une instabilité. Et qui est liée d'ailleurs, je pense, à sa mauvaise qualité, qui amène une instabilité avec quand même des sujets sur lesquels on a des évolutions réglementaires ou législatives trop rapides. Et donc, l'acte de construire ou de rénover, c'est quelque chose qui est quand même sur du temps relativement long, en tout cas sur plusieurs années par rapport à beaucoup de choses dans nos vies qui sont plutôt dans l'immédiateté. C'est la même chose pour l'aménagement. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à faire avec une norme auquel on doit s'adapter et faire avec, quand par ailleurs elle change fortement. Et ça, dans la période, c'est un énorme problème. Je ne vous cache pas que là, j'ai encore appris qu'on allait avoir des nouveaux textes législatifs sur le logement, alors même qu'on n'a toujours pas le décret d'application de la moitié des textes des 10 dernières années. Donc, petite fatigue sur le sujet. Et c'est d'ailleurs pas tant le fait qu'on n'a pas de besoin de réformer, parce qu'il y a des choses où on aurait besoin d'avoir une légistique bien plus souple et intéressante et adaptée aux problèmes d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que là, on est surtout sur un empilement de textes assez compliqué. Et donc, ça constitue un obstacle à terme. Après, je pense que malgré tout, quand on veut faire, on y arrive. Mais c'est quand même pas... c'est quand même un des enjeux des blocages actuels. Moi, je souscris à tout ce que vient de dire Emmanuelle. Je pense aussi que ce qu'on peut dire,
c'est que la norme, en plus, elle a tendance à s'appliquer de façon homogène, et sur les territoires, et sur la qualité des projets, alors que, justement, l'aménagement du territoire et la construction, c'est des sujets qui ont besoin de cas par cas. Donc, d'un côté, on a un texte qui est très rigide, et de l'autre côté, on a des besoins qui sont spécifiques et qui, même parfois, je parlais de période de transition, on a besoin d'innover. Et finalement, on est aussi freiné dans cette innovation parce que la règle est trop rigide et ne permet pas de souplesse. Donc il y a aussi, à mon avis, cette dichotomie entre vouloir tout réglementer à l'échelle nationale pour tous les territoires de la même façon. Je pense particulièrement aux réglementations thermiques. C'est un peu une tarte à la crème que de dire que les collectivités territoriales du Sud ne sont pas impactées de la même façon que celles du Nord par la question thermique. Aujourd'hui, la réglementation thermique, elle est homogène sur tout le territoire. Du coup, on voit bien qu'il y a quand même vraiment besoin d'adapter le sujet normatif au projet et que ça, aujourd'hui, les textes ne le permettent pas. Oui, c'était une de nos questions sur l'homogénéité de la norme, parce que telle qu'elle est conçue aujourd'hui, la norme en matière d'aménagement, vous avez des textes nationaux, notamment ceux qui visent à réglementer certains secteurs, et puis ensuite vous avez des applications locales avec évidemment le PLU, le SCOT, les plans communaux. Donc la norme, elle est conçue comme des règles nationales, mais aussi des règles locales. Et vous, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas assez, en réalité. C'est pas assez local. Ouais. Parce que ça peut être contradictoire avec... C'est un peu plus compliqué que ça, parce que je dirais même qu'il y a aussi de la norme locale supralégislative, qui n'a pas de qualité réglementaire, en fait. Je pense par exemple aux chartes promoteurs, dont on peut discuter après la raison pour laquelle les élus ont décidé de les poser, pour avoir des produits, par exemple, sur le logement qui soient adaptés à leurs besoins. En tout cas, on a maintenant des pratiques qui est qu'à côté des documents obligatoires, les PLU, les plans locaux de l'habitat, les SCOT et tout ça, on a une norme qui s'impose peu ou prou aux opérateurs alors qu'elle n'a pas de valeur. Voire même, ce qui est nouveau là actuellement, c'est les préinstructions de permis de construire. Donc là, on est quand même dans une histoire que je trouve extrêmement dérangeante, c'est-à-dire que déjà, permis de construire qui est normalement un permis de conformité, on n'en est plus à ça, puisque même quand on est conforme aux documents d'urbanisme, on a des refus de permis de construire. Mais maintenant, on nous explique qu'on va avoir des commissions de préinstruction avant même l'instruction. Et donc, c'est-à-dire que les élus locaux ont cherché à inventer des nouvelles phases, et je pense parfois pour des très bonnes raisons, parce qu'ils veulent se ressaisir de ces sujets-là. Mais ça montre bien qu'on a un problème. Et c'est ça une difficulté. Et après, c'est vrai que sur les enjeux là, vraiment de logement, et notamment tous les enjeux notamment de rénovation, on a quand même des questions de différence de territoire. On a des normes nationales. Alors je ne parle même pas du sujet entre métropole et outre-mer, parce que parfois on écrit des législations qui s'appliquent aux territoires d'outre-mer sans d'une part concerter les territoires d'outre-mer et ensuite sans même prendre en compte les enjeux climatiques ultramarins qui en fait... sur les réglementations thermiques et tout ça, c'est quand même un sujet en soi. Mais par ailleurs, à une échelle France métropolitaine, quand on est là sur les DPE, c'était toute une question sur les questions de rénovation, même si les diagnostics de performance énergétique ont il y a des ratios, on va dire, régionaux, mais objectivement, je pense qu'on pourrait avoir une finesse d'écriture de la norme nationale, mais avec une prise en compte des disparités, des spécificités territoriales. Peut-être pour rebondir là-dessus, sur l'urgence climatique, il y a un sondage qui est paru ce matin dans les Échos qui montrait que 72% des élus estiment hors d'atteinte les objectifs nationaux de réduction de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et l'une des raisons, en tout cas pour la moitié d'entre eux, c'est qu'ils estiment par exemple ne pas pouvoir libérer le foncier nécessaire pour les énergies renouvelables, une demande qui survient en même temps que celle du zéro artificialisation nette, ZAN. Quand vous parliez tout à l'heure de la qualité de la norme, qu'est-ce qui pêche aujourd'hui en termes de qualité de normes? C'est-à-dire des normes qui suivent des objectifs différents, ou bien même l'écriture de la norme, ou son intelligibilité, qu'est-ce qui pose problème? Et alors, d'où ma question derrière, est-ce que les avocats ont un petit rôle à jouer là-dedans? Voilà. Sur qu'est-ce qui pêche? Moi je dirais que c'est un peu tout ce que vous avez dit. C'est un mélange de précipitation, d'absence d'études d'impact sur beaucoup de sujets. Et donc
je pense qu'on a un conflit entre l'urgence qu'ont les politiques et les parlementaires notamment, mais aussi les élus locaux, à agir dans leur territoire ou à régler un certain nombre d'enjeux, et des études d'impact qui permettent de vraiment prendre en compte le sujet. Typiquement, la loi climat et résilience a été faite sans études d'impact. Et elle est pourtant, cette loi, fondamentale, elle est super intéressante. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause le contenu de cette loi. Mais comme il n'y a pas eu d'études d'impact fouillées, la réalité, c'est que les applications de ces dispositifs mettent du temps. Et toujours sur cette même loi qui a créé donc la zéro artificialisation nette, avec une proposition gouvernementale qui a été fortement remaniée par les parlementaires, et d'ailleurs on est revenu dessus depuis, parce que la solution qui a été sortie était très déséquilibrée et les élus locaux sont plaignés. Mais on aurait pu à cette époque écrire une norme qui aurait pu écrire un chemin et une trajectoire avec des étapes, y compris des étapes avec des rendez-vous législatifs, un peu comme on l'avait fait au début sur les lois bioéthiques, où il y avait quand même inscrit dans la loi des idées qu'on se revoyait tous les 5 ans, si je ne me dis pas de bêtises, en tout cas des rendez-vous fixés. Et là, ça n'a pas été le cas, ce qui fait que les élus locaux ont fait part de leur blocage, il a fallu une modification législative qui elle-même va devoir faire des nouveaux décrets d'application. Pendant ce temps-là, l'objectif lui-même, qui est de limiter l'artificialisation, qui est à mon avis essentiel, est un peu mis de côté. Et donc, c'est aussi ça qui est compliqué, c'est qu'une norme qui est mal faite, elle a tendance à dénaturer en fait la raison pour laquelle elle a été faite et les enjeux. Voilà. Et sur le deuxième sujet, les avocats, objectivement, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire sans vous. Sur tous nos enjeux, y compris sur un certain nombre de négociations, d'accompagnement, mais y compris, moi je vois dans le logement social, les différentes réformes qu'il y a eu dans le logement social ces dernières années, on a quand même été fortement accompagnés par les avocats parce qu'il y avait des enjeux juridiques fondamentaux. Et puis il y a des sujets sur lesquels on a eu besoin de lectures juridiques différentes, et c'est vrai qu'on a sollicité tant des avocats que des notaires pour avoir des lectures juridiques d'un certain nombre de sujets. Je pense surtout l'accompagnement qui a été lié au bail réel solidaire, où très clairement, quand on a créé cette norme, en fait, on a dû tout inventer derrière, et c'est avec les métiers du droit en fait qu'on l'a fait. Et puis parfois parce qu'on a moi je vois notamment sur des sujets de fiscalité, en tant qu'opérateur social avec des enjeux parfois privés, objectivement parfois on est face à des nœuds très difficiles, et objectivement on n'a plus les réponses que l'on souhaite au niveau des directions juridiques ministérielles, on les trouve plutôt chez vous, dans une phase qui n'est pas contentieuse. Bon, après, il y a les histoires de contentieux, ça c'est encore autre chose. Moi, ce que j'ai un petit peu envie de dire pour réagir notamment sur cette question du ZAN, je pense aussi que derrière, il y a un problème politique fondamental, et c'est aussi pour ça que c'est important que les élus locaux soient en possession des compétences pour faire. C'est qu'on est confronté, la transition écologique nous confronte à des injonctions contradictoires. Est-ce qu'il faut construire plus de logements en pleine crise du logement? Est-ce qu'il faut préserver le foncier? Est-ce qu'il faut lutter contre l'effondrement de la biodiversité? Comment on travaille avec l'eau? En fait, il faut tout faire, il ne faut rien abandonner, tout faire et tout faire en même temps et avec exigence. Or, je pense que ces questions-là, elles se résolvent par le projet, parce que le projet d'aménagement ou le projet de construction, c'est une succession d'arbitrages entre des injonctions contradictoires, et on se dit, on va se donner les moyens de plus de logements à cet endroit-là parce qu'à un autre endroit, bon voilà. Et donc, il y a besoin comme ça d'un équilibre qui se résout par le projet. C'est là où je dis qu'il y a une espèce de dichotomie entre d'un côté une norme qui est plus ou moins bien faite et écrite, et de l'autre côté une possibilité de faire sur le terrain avec le projet pour résoudre des solutions qui sont ces solutions d'arbitrage complètement contradictoires et qu'on doit emmener tous en même temps. Donc, ce qui fait qu'on est dans c'est ça aussi, cette période d'accélération où aussi les élus locaux prennent conscience de ça. Je pense que même les Français, là, les intempéries qu'on subit depuis cet été, les méga-feux, les méga-inondations, les méga-tempêtes en Bretagne, tout le monde, la réalité du réchauffement climatique se fait jour, et donc alerte, y compris les décideurs. Donc c'est un moment aussi qui est intéressant et qu'il faut saisir. Mais en même temps,
il ne faudrait pas, et c'est là où on peut venir à la place des avocats dans le sujet, c'est qu'il ne faudrait aussi pas qu'il y ait d'insécurité dans les projets. Ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est que les projets, c'est long. Ça prend 3, 4, 5 ans. Un projet d'aménagement, on regarde à 10 ou 20 ans. On fait des investissements aujourd'hui pour dans 20 ans. Et donc, quand on préparait ce débat, je vous disais, mais n'importe quel avocat un peu au fait peut casser n'importe quel ZAC, parce que la complexité de la règle fait que sur des points de droit, on peut casser un projet. Or, aujourd'hui, on a besoin d'avancer, on a besoin aussi de tous prendre des risques mesurés, mais des risques pour pouvoir changer les pratiques de l'aménagement, de la construction, de l'innovation. Nous, on est très au fait sur l'éco-conception, les matériaux biosourcés, la façon de construire des bâtiments avec les ressources locales. Mais ça demande vraiment de l'innovation dans la capacité de faire, y compris dans les marchés publics, parce que là, aujourd'hui, il y a des constructeurs de matériaux biosourcés qui disent qu'ils ont besoin de commandes publiques pour être un accélérateur de cette transition. C'est-à-dire que tout est prêt, maintenant on a besoin de faire. Et il ne faudrait pas que cette réglementation nous freine pour faire. Peut-être pour rebondir là-dessus, il y avait eu un discours du vice-président du Conseil d'État là-dessus qui avait en 2002 rappelé que la multiplicité des règles et leur variation est une source d'insécurité juridique. Donc c'est vrai qu'en matière d'aménagement, c'est souvent rappelé notamment par la doctrine, qui rappelle qu'il y a de plus en plus de règles, donc il y a possiblement plus d'erreurs commises au stade de l'instruction. Et puis je rappelle qu'en contentieux, les instructions sont longues et peuvent bloquer les projets. Vous constatez d'ailleurs, c'est une question un peu ouverte mais qu'on se pose, une augmentation des contentieux liée à la complexité de la norme ou pas? Alors, les gros contentieux du bâtiment, on les connaît. Je pense que le logement social les connaît aussi. C'est plutôt de l'abus de contentieux. C'est plutôt des gens qui ne veulent pas que des choses soient faites autour de chez eux. Je pense que là, il y a eu certaines réponses. Là je déborde vraiment mon cadre parce que je ne suis pas très au fait, mais je pense qu'il y a eu des réponses qui ont été apportées. Moi, je pense aussi qu'il y a un autre gros sujet sur lequel il y a des progrès à faire. C'est comment outiller les copropriétés pour faire les travaux et que les règles de... parce que j'étais avec les notaires qui disaient en même temps on ne peut pas forcer les copropriétaires à faire des travaux de rénovation parce que sinon on s'expose à des impayés et des choses. Donc comment d'un côté faire les choses mais en même temps emmener tout le monde et que ça ne se règle pas par le contentieux. Mais je pense que justement réfléchir en amont, y compris avec des juristes et des avocats, c'est peut-être aussi de se prémunir de blocage. C'est-à-dire essayer de tout faire pour ne pas être dans le contentieux parce que, vous le disiez, le contentieux en tant que tel, il est long. Sur un projet qui est déjà long, s'il faut rajouter 5 ans ou 10 ans de contentieux, c'est compliqué, quoi. Alors, sur les volumes de contentieux, tu sais, toi, Boris, je ne sais pas si on a une capacité à dire s'ils augmentent ou pas, mais ce qui est sûr, c'est dans le logement social, on est de toute façon attaqué... Non, mais voilà, vous faites un programme de logement social, vous avez un recours, quoi. Je ne sais pas quoi dire, quoi. Donc, c'est plutôt quand on n'a pas de recours qu'on se dit le permis est accordé, pas de recours, on y va. C'est plutôt malheureusement le sujet. Et ce qu'on a vu par contre, c'est que même s'il y a une formidable amélioration des recours liés aux modifications législatives qu'on quand même a fait le tri. Qu'on a moins de recours, je dirais, dolosifs, mais malgré tout, ce qu'on voit, c'est que la durée de mise en œuvre d'un projet est beaucoup plus longue et notamment, elle est alourdie par les phases contentieuses et donc les recours et ce qui se passe avant. Ce que je disais, les sortes de pré-négociations, pré-instruction du PRC, PC modificatif, c'est-à-dire que on a en même temps des gens qui connaissent très très bien la procédure et donc nous attaquent à chaque phase en fait administrative du projet. Mais par ailleurs, les territoires, notamment les élus locaux, nous ont par ailleurs souvent rajouté des phases qui ont allongé considérablement les choses. Et donc, ça crée évidemment des difficultés. Après, je vais vous dire, je pense à ça parce que moi, dans mon travail chez un bailleur, j'ai un programme emblématique qui en est à son deuxième permis en 15 ans et
Mais là, on a regagné deuxième fois le recours dans une rue emblématique de Paris. Donc, le jour où on met la première pierre, je pense que toute la France entière sera au courant. Mais pourquoi je dis ça? C'est que c'est un foncier qu'on a acheté il y a plus de 15 ans. Le bailleur social, quoi qu'il arrive, il peut attendre. Hein. Et, le foncier, ça fait 15 ans qu'on essaie, tous les 5 ans, de développer le projet. Puis là, on y arrive. Enfin, on y arrive, on essaie d'y arriver. Donc nous, on ne va pas abandonner. En plus, on n'a pas le choix, y compris en tant que bailleur, on est obligé de développer les projets pour lesquels les collectivités, à un moment, nous ont demandé de faire les choses. Et l'État nous a donné des agréments et tout ça. Donc c'est une des difficultés. Ce qui est très dur, en fait, c'est pas tant... Les recours, c'est notre quotidien, donc on fait avec. Ce qui est dur, c'est que bailleurs comme promoteurs d'ailleurs, et parfois élus, on a tendance à avoir tellement peur du recours et de ce que ça va créer qu'on se censure avant en se disant parce que je vais éviter le recours. Mais la réalité, c'est qu'on ne l'évite pas. Celles et ceux qui veulent s'opposer à un programme de logement, quelle que soit la qualité du programme, ils vont attaquer. Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois à mes interlocuteurs, qu'il vaut mieux très bien travailler nos dossiers, faire la meilleure qualité possible, et après y aller et aller devant le juge. Parce que quand même, on est très souvent soutenu devant le juge, hein, faut quand même le dire. Mais voilà. Moi, je trouve aussi que par rapport à ça, je travaille avec des comités de développement, donc les outils de concertation, notamment celui de la métropole du Grand Paris. Il y a aussi dans les gens qui font des recours, des habitants qui se sentent un petit peu déconcertés par la complexité de la règle urbaine, qui ne la comprennent pas, qui ne comprennent pas pourquoi on peut faire tel ou tel projet sur leur territoire, parce qu'ils n'ont pas su lire le PADD, parce que machin, et qui maintenant, là, demandent justement à être plus associés et mieux associés à l'écriture des PLU. Vous pourrez aller voir là sur le stand de l'Ordre des architectes, il y a des archis qui ont fait un boulot fabuleux de mise en dessin d'un PLU pour pouvoir parler aux habitants et expliquer quel est l'enjeu derrière et expliquer le projet de territoire des élus. Et je pense aussi que si on arrive, là pour le coup c'est vraiment opérateur et concepteur avec l'appui des élus, à mieux embarquer les riverains autour d'un projet, on peut aussi espérer que le contentieux sera, alors à moins qu'il y ait effectivement les recours de gens qui veulent de l'argent, bon ça c'est encore autre chose, mais au moins les riverains, quand tu arrives à les embarquer dans le projet, à les associer le plus en amont possible, c'est aussi une source de paix dans l'élaboration des projets. Donc je pense que cette question de la concertation au bon niveau, avec les bons outils, parce que on ne peut plus aujourd'hui se contenter de la concertation réglementaire. Les gens ne s'y retrouvent pas, ne savent pas comment la faire, n'ont pas le temps. Donc il faut inventer à chaque fois, pour chaque projet, une nouvelle façon d'associer les citoyens au niveau auquel ils le demandent. Et là, il y a vraiment un champ, tout un domaine énorme à inventer. Qui est devant nous en fait. Très bien. J'avais pas d'autres questions, vous m'avez enlevé ma question de la concertation qui est sous l'herbe. Peut-être un petit mot de conclusion finalement, opportunité ou contrainte? Plutôt contrainte? En fait, je me pose pas la question. C'est normal que vous la posiez. Non, mais c'est normal qu'on se la pose d'un point de vue juridique, mais le sujet, c'est d'être capable d'agir avec l'environnement qui est là et de savoir comment est-ce qu'on répond aux besoins des territoires et notamment nos concitoyens. Et le besoin en logement, il est là, il est très fort. Par contre, évidemment, si au fil de l'eau, on peut avoir une norme plus intelligente, de meilleure qualité et qui s'adapte plus rapidement, c'est intéressant. Mais après, moi, ce que je dis, y compris l'Union sociale pour l'habitat et l'ensemble des bailleurs, c'est qu'il faut faire et avancer avec ce qu'on a, quoi qu'il arrive. Parce que sinon, c'est facile. Sinon, je peux vous dire que c'est impossible et en fait, on attend que ça se passe. Sauf que derrière, il y a des besoins. Les populations exigent des logements, les collectivités ont des besoins très particuliers, il faut avancer. Et donc, on doit aussi travailler avec ce sujet-là. Et quand même, malgré avec cette difficulté normative, on a quand même réussi à avancer énormément. Donc voilà, c'est plutôt un positionnement que j'aurais sur le sujet. Moi, j'ai envie de faire un petit pas de côté, c'est-à-dire que nous, on est concepteurs. Et quelque part, en tant que concepteur, finalement, on pourrait quasiment faire l'éloge de la contrainte. Plus c'est compliqué, plus on doit être intelligent, plus on doit trouver des solutions innovantes, plus nos maîtres d'ouvrage ont besoin de nous.
Et ce que je disais tout à l'heure sur le projet qui résout les choses parce qu'il est porté intelligemment et qui est capable de dépasser la réglementation parce qu'il est porté par un bon maître d'ouvrage, accompagné du bon juriste. Voilà, donc je suis complètement d'accord. Il ne faut pas avoir peur de la contrainte et il ne faut pas avoir peur de faire. Par contre, il faut savoir s'entourer des bons interlocuteurs, ne pas hésiter à mettre beaucoup d'argent sur les études plutôt que sur la construction. Enfin, après, la construction restera ce qu'elle a, mais nous, on observe quand même parfois que certains maîtres d'ouvrage ou certaines collectivités sont un peu en retrait sur la question de se faire accompagner en amont par des études, des diagnostics, des stratégies, des plans d'investissement. Avant de faire, il faut réfléchir. Et nous, on est là pour ça et on est là pour justement trouver le moyen de s'en sortir avec la contrainte du moment en plus, parce que effectivement demain ce ne sera pas la même. Le même commentaire vaudrait pour les avocats d'ailleurs. Pour l'émission d'AMO en amont, on est souvent saisi au dernier moment, c'est un peu catastrophique. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir. Voilà, j'espère qu'il est 15h10, probablement pas, mais écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à cette petite table ronde. Merci à tous. Merci.